Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de la manière dont les applications numériques peuvent être utilisées de façon vertueuse, la technologie, selon le modèle des villes intelligentes comme Nusantara, par exemple, la nouvelle capitale de l'Indonésie, qui a été inaugurée d'ailleurs le 17 août dernier en 2024. Comment on peut s'inspirer des modèles des villes intelligentes qui utilisent les applications numériques, les technologies existantes pour créer un nouveau modèle urbain où la biodiversité, où la nature cohabite de façon harmonieuse avec l'homme, mais aussi avec un aspect social où les opportunités économiques sont mieux redistribuées dans une logique d'inclusion sociale, d'équité. Et comment ces nouvelles technologies, ces applications numériques sont utilisées pour le développement durable, pour une gestion intelligente des ressources, de la consommation d'énergie, mais aussi de l'émission de carbone, de la gestion des déchets, des bâtiments intelligents, etc. Donc, les nouvelles technologies, l'innovation cohabitent très bien de façon intelligente, harmonieuse et vertueuse avec le développement durable. Vous savez, toute chose, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. On peut en faire une bonne utilisation, une utilisation positive comme une utilisation négative. Et en Indonésie, c'est la première économie de la région. En Asie, ce pays se situe en Asie du Sud-Est. C'est un pays du G20. C'est une des plus grandes démocraties au monde. C'est un pays où coexistent plusieurs religions, c'est une mosaïque culturelle. Dans ce pays, ils sont aussi tournés vers les nouvelles technologies et c'est là-bas qu'ils ont développé ce modèle depuis plusieurs mois, plusieurs semaines maintenant. J'ai abordé plusieurs questions comme le développement durable, les actions intégrées qui concernent la gestion des ressources naturelles, qui concernent l'inclusivité, l'équité sociale, qui concernent les femmes, qui concernent la santé, mais aussi qui concernent les décideurs publics, qui concernent des nouveaux modèles de gouvernance. Et cette ville qui s'appelle Nusantara, elle est dirigée par une entité. C'est une version déconcentrée de l'exercice du pouvoir. Dans cette entité, il y a le secteur privé, les industriels sont représentés, il y a des agences, il y a aussi le gouvernement qui est représenté, il y a une réglementation où on veille à ce que la modernisation, l'urbanisme, l'industrialisation soit menée de façon harmonieuse, de façon intégrée ou de façon vertueuse avec les exigences du développement durable. Donc c'est un modèle de ville intelligente où la biodiversité cohabite très bien, parfaitement avec l'industrialisation, avec l'urbanisme. C'est une ville du futur intelligente où on utilise les nouvelles technologies. Donc, quand je parle ici souvent, certains qui ne connaissent pas les sujets parce que c'est des nouvelles initiatives, moi je fais des recherches, je présente en fonction de mon vécu, en fonction de mes études. Je rappelle que je suis spécialiste en santé publique, en humanitaire, en coopération internationale et que je suis médecin de formation, que j'ai été formée en Afrique et ici en France et que j'ai écrit plusieurs essais sur ces questions de développement durable dans une démarche intégrée santé, environnement, genre et que j'ai beaucoup milité dans le secteur associatif et j'ai conseillé des décideurs politiques. Donc, je suis consultante en stratégie d'influence des décideurs politiques orientés vers le développement durable en intégrant donc ces trois dimensions, santé, environnement, genre. Mais je m'inspire de tout ça, mais je m'inspire aussi des expériences des autres qui marchent. Je fais beaucoup de recherches, je regarde un peu, je fais de la veille dans mon domaine les actualités. C'est comme ça que j'ai publié tous ces documents sur ma boutique en ligne Shopify dont je mettrai le lien, où vous avez des actualités, même les nombreuses initiatives qu'on a lancées, les prix pour récompenser les leaderships. On a des vadémécums, on a des documents, vous avez des informations sur l'actualité en termes de gouvernance moderne. Je regarde ce qui marche. Nusantara, c'est un modèle de ville de futur basé sur l'urbanisme de façon articulée avec le développement durable. Tout ce que je dis ici dans mes vidéos là, c'est quelque chose que d'autres personnes ont pensé comme ça aussi et ont mis ça en œuvre, ont concrétisé ça par ce projet de cette ville intelligente, cette ville du futur, où la technologie est utilisée pour la conservation de l'eau. C'est-à-dire ils ont mis en place des applications d'interaction avec les citoyens, c'est-à-dire les pouvoirs publics interagissent avec les citoyens pour faire de la sensibilisation,
pour mobiliser les communautés afin qu'elles mènent des actions elles-mêmes, qu'elles soient impliquées, qu'elles engagent ces communautés dans des actions, des politiques de développement durable pour la conservation de la biodiversité, pour la conservation de l'eau, pour des pratiques énergétiques économes, pour la réduction de l'émission de carbone. C'est une ville qui vise la neutralité carbone d'ici 2045. Donc, à travers les applications numériques, c'est une stratégie clé. Les applications numériques sont une stratégie clé de cette ville qu'on appelle Nusantara, qui est une ville intelligente qui a été inaugurée au mois d'août là. Et cette ville se situe en Indonésie, qui est membre du G20 et l'une des plus grandes démocraties au monde en Asie du Sud-Est. Ils ont développé des stratégies à travers cette ville avec une gouvernance qui mêle plusieurs le secteur privé, les gouvernements, avec une entité gouvernementale qui est une version déconcentrée donc du pouvoir, qui veille à l'application de politiques d'urbanisation alignées avec le développement durable, qui ne contredit pas la biodiversité, qui ne contredit pas la cohabitation de l'homme avec la nature. Et la stratégie clé du fonctionnement de cette ville, ce sont des applications numériques. C'est les nouvelles technologies, en général au sens plus large, qui sont utilisées pour créer une interaction entre cette entité gouvernementale et les citoyens afin de les sensibiliser d'abord sur le développement durable, sur les exigences du développement durable en termes de conservation de la biodiversité, de gestion des ressources comme la conservation de l'eau, le recyclage, la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, c'est-à-dire la mobilité vers toutes ces stratégies, les bâtiments intelligents. Tout ça, c'est avec les applications. Ils ont créé cette interaction entre les autorités et les citoyens. Ils ont sensibilisé, ils ont partagé des informations, mais il y a aussi une interaction autour de la gestion de ces ressources à travers ces applications. Donc, c'est une ville intelligente où on utilise l'innovation pour faire mieux, pour mieux gérer les ressources, pour mieux gérer l'énergie qu'on utilise pour développer la ville, qu'on utilise pour les besoins du quotidien, qu'on utilise pour se déplacer, pour travailler. Comment les pouvoirs publics vont interagir, vont agir de façon coordonnée avec les administrés à travers des applications numériques, à travers des nouvelles technologies pour mieux gérer toutes ces ressources, toute cette énergie et même ces déchets et mieux vivre et entraîner un développement durable. Donc je reviens à mon sujet d'hier où je vous disais que j'allais vous présenter une deuxième vidéo où j'allais vous expliquer comment les groupes de sécurité qui se trouvent sur les conflits, dans les conflits armés, peuvent mieux interagir avec les populations, comment les institutions internationales ou les travailleurs humanitaires peuvent engager ces parties prenantes que sont les groupes de sécurité qu'on ne peut pas contourner dans ces théâtres, sur ces théâtres de conflit-là. On est obligé de composer avec eux parce qu'ils ont un accès direct aux populations. Donc, si on veut atteindre les populations pour des stratégies d'information, de sensibilisation d'IEC ou même pour leur accès à des ressources comme l'eau, pour leur accès à des services comme la santé, l'assainissement, on est obligé de composer avec ces groupes de sécurité qui sont en contact avec les populations en souffrance, qui peuvent les atteindre plus facilement et les mobiliser, etc., etc. Et donc, j'ai dit comment on va utiliser les applications numériques pour permettre l'accès à l'eau, par exemple, de ces populations en souffrance dans ces zones de conflit, pour permettre l'accès à l'assainissement, pour permettre l'accès à des services de base, pour permettre l'accès à l'information, parce que c'est une stratégie clé en matière de santé publique pour permettre aux populations de ne pas être exposées à des risques d'épidémie ou alors à des maladies chroniques, des maladies infectieuses. La sensibilisation est un point important en matière de santé publique. Donc, il ne faut pas une rupture de ces politiques, de ces programmes et même l'accès à la vaccination. Je vous ai pris l'exemple de la tuberculose. En cas de rupture de la continuité des stratégies de vaccination, les enfants qui n'ont pas été vaccinés à l'âge adulte, ils présentent plus de risques quand ils vont contracter la tuberculose. Ils ont plus de risques d'avoir des formes graves comme les atteintes méningiques. Donc, j'ai expliqué tout ça dans mes précédentes vidéos, dans la vidéo d'hier, ma vidéo la plus récente, la vidéo précédente. Donc, quand je parle, certains pensent que j'invente ou bien je parle dans le vide. Non.
C'est parce que ces personnes ne connaissent pas, ne sont pas curieuses et leur univers se limite à leur environnement proche. Ils ne s'intéressent pas à ce qui se fait ailleurs. Moi, je ne me base pas seulement sur mon vécu, je m'inspire de ce qui marche. Je ne m'inspire jamais de ce qui ne marche pas. Donc, tout ce que je dis là, d'autres personnes ont pensé la même chose en Indonésie. À combien de milliers de kilomètres d'ici en Asie du Sud-Est, ils ont mis ça en œuvre. Ils ont réalisé ça. Et c'est faisable, ça se fait déjà. Maintenant, comment nous, on peut l'adapter à nos défis, à nos problématiques, à notre quotidien pour en tirer parti? Comment créer même des partenariats avec des gens qui ont ces technologies avancées pour répondre aux défis contemporains, aux défis du moment? C'est à ça plutôt qu'on doit penser. Donc voilà, pour résumer, je vous parlais de la manière dont dans les villes intelligentes du futur, comme en Indonésie, en Asie du Sud-Est, qui est la première économie de la région, qui est membre du G20 et qui est très avancée sur le plan de la technologie, ils ont développé une ville basée sur 3 axes. C'est une ville intelligente basée sur 3 axes. Les nouvelles technologies, dont les applications numériques, qui est basée sur le développement durable, la préservation de la biodiversité, donc des ressources naturelles, comme l'eau, par exemple, la conservation de l'eau, la gestion des déchets, le recyclage, mais aussi la consommation énergétique intelligente, mais aussi l'inclusivité avec une meilleure redistribution des opportunités économiques. Et pour tout ça, ils utilisent les nouvelles technologies, les applications pour des interactions entre les citoyens et les décideurs afin d'engager les communautés dans ces politiques. Elles-mêmes, les communautés mènent des politiques mènent des actions communautaires pour l'écologie. Et ils ont même créé des corridors écologiques grâce à ces technologies, ces nouvelles technologies, grâce à ces applications. Ils ont créé des corridors, ce qu'on appelle des corridors écologiques. Et ils utilisent ces applications, ces nouvelles technologies pour sensibiliser. Parce que si les populations ne sont pas sensibilisées, comment elles vont s'impliquer? Si elles ne sont pas sensibilisées sur les nécessités du développement durable, sur la manière dont on peut collaborer pour se développer tout en préservant nos ressources naturelles, comment ça impacte la santé, tout ça. Si elles ne sont pas sensibilisées, comment elles vont s'impliquer pour mener de tels projets si elles ne voient pas l'intérêt? Et moi, je vous ai souvent parlé ici de la dimension écologique de la culture africaine. À quel point nos ancêtres étaient attachés à l'écologie. Je vous ai parlé du livre de Camara Lai, l'enfant noir, que j'ai présenté dans une de mes chroniques dans le domaine culturel que j'animais, où on voit à quel point l'Africain est attaché à la nature, attaché à l'eau, attaché à la forêt. Il y a des forêts sacrées. Pourquoi les anciens ont créé des forêts sacrées? C'est aussi pour préserver la flore, la faune, la biodiversité, pour préserver l'eau. Pourquoi les villages, on ne devait pas couper les arbres à certains jours, les profanes n'allaient pas dans la forêt sacrée. Il y avait des interdits liés à la nature pour la préservation de la nature. On a toujours été attaché à la nature, à cette dimension écologique de notre conception spirituelle du monde. Donc, si on ne revient pas à ces fondamentaux, si on n'explique pas aux gens, si on ne les sensibilise pas, comment ils vont s'impliquer, comment ils vont voir l'intérêt même de mener des actions pour le développement durable, comment ils vont s'impliquer. Et sans implication de ces parties prenantes, comment on peut atteindre des résultats? Donc, on vous parle en se basant sur les connaissances académiques, sur le vécu, mais aussi en s'inspirant de ce qui a été fait ailleurs et qui a marché. Il faut s'inspirer des autres et garder nous-mêmes nos acquis, ce qu'il y a de positif, aller vers une synthèse pour mieux s'intégrer dans le monde et être aligné avec les exigences de la gouvernance moderne. C'est comme ça, c'est cette démarche que moi j'ai adoptée dans le cadre de mes activités de consultant des décideurs publics. Et sur ma boutique en ligne, je partage des solutions numériques. Je n'ai pas encore tout partagé. J'attends d'avoir un certain nombre d'abonnés avant de partager les autres produits qui viennent et qui vont certainement vous intéresser. Donc voilà mon petit live d'aujourd'hui. Bonne journée et bon week-end.